Vous faites bien de choisir Lumière du Monde Télévision pour vous informer sur l'actualité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal. À présent, les titres. Crise soudanaise. Médecins sans frontières présente un nouveau rapport. Ce rapport révèle l'impact dévastateur de la guerre sur les services de santé soudanais en ruine dans le pays. L'envoi de migrants vers le Rwanda est une dépense scandaleuse d'argent public. Le propos est de Yvette Cooper, la nouvelle secrétaire d'État à l'intérieur du Royaume-Uni. Une position qui contraste et dénonce la réponse à la question de la migration défendue par l'ancien régime dirigé par Rishi Sunak. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est aux États-Unis pour une visite diplomatique à un moment où l'actualité électorale est en pleine ébullition dans le pays. Netanyahou doit prononcer un discours très attendu. Sa feuille de route affiche des rencontres Biden, Kamala Harris et Donald Trump. On en parle dans votre journal. Encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus. La directrice générale de Médecins sans frontières, Vicky Hawkins, a présenté lors d'une conférence de presse lundi à Amman, capitale de la Jordanie, un nouveau rapport sur la crise soudanaise. Ce rapport révèle l'impact dévastateur de la guerre sur les services de santé soudanais en ruine. Vicky Hawkins a qualifié la situation au Soudan comme étant la crise humanitaire la plus grave à laquelle le monde est confronté et a demandé une augmentation significative de l'aide humanitaire pour répondre aux besoins urgents en matière de santé, de nutrition, d'abri, d'eau et d'assainissement. Lors d'une conférence de presse à Amman, Vicky Hawkins, directrice générale de Médecins sans frontières, a estimé que le Soudan traverse la crise humanitaire la plus grave dans le monde. Le nouveau rapport de MSF révèle l'impact dévastateur de la guerre sur les services de santé soudanais, désormais en ruine. Le rapport partage nos conclusions et nos graves préoccupations quant à la faillite absolue en matière de protection des civils au Soudan par les deux parties belligérantes. Les parties belligérantes au Soudan ont infligé des degrés horribles de violence à la population depuis le début de la guerre en avril de l'année dernière. Vicky Hawkins a souligné que les hôpitaux soutenus par MSF ont été ciblés à plusieurs reprises par des tirs d'obus et des frappes aériennes à Omdurman, Khartoum et El Fasher, causant la mort de soignants, de patients et d'enfants. Le volume de l'aide humanitaire au Soudan n'est pas à la hauteur des besoins. Nous demandons à l'ONU et au réseau humanitaire dans son ensemble d'intensifier leurs actions afin d'apporter une réponse plus adéquate aux besoins sanitaires considérables que nous constatons, aux immenses besoins en matière de nutrition, d'abri, d'eau et d'installations sanitaires. Depuis avril 2023, le Soudan est déchiré par un violent conflit entre l'armée et des forces paramilitaires qui a entraîné le déplacement de plus de 10 millions de personnes. Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre, notamment de viser des civils ou de bloquer l'aide humanitaire. Nigeria, conflit entre la raffinerie Dangote du nom du riche homme d'affaires nigérian, l'homme le plus riche d'Afrique et l'autorité de régulation du pétrole. Une commission d'enquête a été ouverte par les législateurs sur l'importation de pétrole contaminé dans le pays. Cette enquête vise à situer les responsabilités entre les deux camps qui s'accusent mutuellement sur la question. Les législateurs nigérians ont ouvert lundi une enquête sur l'importation présumée de carburants contaminés dans le pays. Cette démarche vise à résoudre un conflit entre la raffinerie de pétrole d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, et le régulateur de l'industrie pétrolière. Avec une capacité de traitement allant jusqu'à 650 000 barils par jour, la raffinerie de Dangote, la plus grande d'Afrique, est essentielle pour réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburants. Le comité a appelé les parties prenantes du secteur pétrolier nigérian à désamorcer les tensions exacerbées par les accusations du régulateur contre Dangote. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi dès le départ nous avions lancé 31 projets simultanément. Rien que cet exemple suffirait à donner des cheveux blancs et des maux de tête.
Désormais, nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager, peu importe l'état de fatigue. La commission dirigée par Ikenga Ugochinyere enquête aussi sur des licences qui auraient été délivrées sans contrôle par des laboratoires non conformes, contribuant à la contamination des produits. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. C'est ainsi qu'ils opèrent, mais vous savez, c'est regrettable et c'est une honte nationale pour nous qui essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant depuis 1972. Le conflit entre Dangote et les autorités nigérianes est survenu après les élections présidentielles remportées par Bola Tinubu, succédant à Muhammadu Buhari, un allié de Dangote. Ailleurs dans l'actualité, au Royaume-Uni, Yvette Cooper, la nouvelle secrétaire d'État à l'intérieur du nouveau gouvernement travailliste, a qualifié de dépenses scandaleuses d'argent public l'envoi de migrants vers le Rwanda. Un projet piloté par l'ancien Premier ministre Rishi Sunak visant à répondre au nombre croissant de migrants venant du monde entier qui a été abandonné dès la prise de fonction de Keir Starmer, le nouveau Premier ministre britannique. Les images. Le plan controversé de l'ancien Premier ministre britannique Rishi Sunak visant à envoyer des migrants au Rwanda a une fois de plus été sévèrement critiqué par la nouvelle administration. Après les remarques du Premier ministre Keir Starmer, c'est au tour de la nouvelle secrétaire d'État à l'intérieur, Yvette Cooper, de se prononcer. Elle a qualifié lundi ce projet de dépenses scandaleuses d'argent public. Selon elle, le coût total du plan s'élevait à 700 millions de livres, soit près de 904 millions de dollars. Un montant qui englobe les paiements au Rwanda, les vols non effectués et la détention de migrants. Ce projet, dont l'objectif était de réduire les traversées de la Manche, a été jugé à la fois inefficace et immoral par les groupes de défense des droits de l'homme. La Cour suprême du Royaume-Uni avait quant à elle déclaré cette politique illégale. En réponse, Yvette Cooper a promis de concentrer les efforts sur la lutte contre la traite des êtres humains et de rechercher des solutions plus respectueuses des droits de l'homme. Depuis l'abandon du plan, les traversées de la Manche continuent, avec près de 1500 migrants arrivant au Royaume-Uni en une semaine. En Éthiopie, plus d'une centaine de personnes sont mortes lundi suite à des coulées de boue survenues dans une région isolée du sud du pays, frappée par de fortes précipitations. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir selon les autorités locales. 5 personnes ont pu être extraites vivantes de la boue selon Dagwami Ayele, un administrateur local. Au moins 146 personnes ont perdu la vie dans des coulées de boue survenues dans une région isolée du sud de l'Éthiopie. Les secours parviennent difficilement à prendre en charge les victimes du district de Geze-Gofa, une zone rurale isolée et vallonnée située à plus de 450 km de la capitale éthiopienne Addis Abeba. La majorité des décès ont eu lieu lundi matin lorsque de nouvelles coulées de boue ont enseveli les habitants alors que les secouristes étaient encore à la recherche de survivants d'un précédent glissement de terrain survenu la veille. 5 personnes ont pu être extraites vivantes de la boue, selon Dagmawi Ayele, un administrateur local. Il y a des enfants qui serrent des cadavres dans leurs bras, ayant perdu toute leur famille, y compris leurs parents et leurs frères et sœurs, a-t-il ajouté, soulignant l'ampleur tragique de la catastrophe. Ce bilan provisoire pourrait s'alourdir selon les autorités locales. Les glissements de terrain sont fréquents en Éthiopie pendant la saison des pluies qui a débuté en juillet et devrait se poursuivre jusqu'à la mi-septembre. Haïti, Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, était en visite lundi à Port-au-Prince, la capitale. Elle a annoncé une aide humanitaire supplémentaire de 60 millions de dollars qui s'élève désormais à plus de 165 millions de dollars pour cette année. Linda Thomas-Greenfield a également déclaré que le département américain de la Défense fournirait une augmentation substantielle du nombre de véhicules résistants aux mines à une mission de sécurité multinationale soutenue par l'ONU et dirigée par le Kenya.
En visite à Port-au-Prince, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a annoncé une aide humanitaire de 60 millions de dollars à Haïti. Ce pays des Caraïbes est empêtré dans une crise sécuritaire et humanitaire depuis des années. Par ailleurs, des véhicules blindés seront mis à la disposition de la force multinationale soutenue par l'ONU et dirigée par le Kenya afin d'aider la police haïtienne à lutter contre la violence généralisée des gangs. Ces bandits contrôlent aujourd'hui jusqu'à 80% de la capitale et des zones environnantes. Ces ressources seront allouées avant la fin du mandat du président Joe Biden en janvier 2025, a tenté de rassurer la diplomate américaine lors de sa rencontre avec le gouvernement de transition conduit par Gary Coney et les responsables de la police kenyane. Cette aide américaine, qui s'élève désormais à plus de 165 millions de dollars pour cette année, devrait permettre d'assurer une sécurité alimentaire, fournir des abris aux déplacés, améliorer les services d'eau et d'assainissement et permettre aux Haïtiens d'avoir beaucoup plus de liquidités afin d'acheter des biens de première nécessité. Et comme annoncé en titre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé lundi à Washington où il entame une visite diplomatique de plusieurs jours. Le Premier ministre israélien doit prononcer un discours très attendu mercredi devant le Congrès avant de rencontrer le président américain Joe Biden jeudi. Il devrait également rencontrer dans la semaine la vice-présidente Kamala Harris. Benjamin Netanyahou à Washington, un déplacement sur fond de tension autour des pourparlers pour un cessez-le-feu à Gaza. La visite s'annonçait déjà compliquée. Avec l'annonce du retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle, le Premier ministre israélien doit faire face à une nouvelle équation. Au moment où Israël se bat sur 7 fronts et où il y a une grande incertitude politique à Washington, je chercherai à ancrer le soutien bipartisan qui est très important pour Israël. Et je dirai à mes amis des deux côtés que quel que soit le prochain président choisi par le peuple américain, Israël reste l'allié indispensable et solide de l'Amérique au Moyen-Orient. Point d'orgue de cette visite de 3 jours, un discours devant le Congrès américain, le 4e du Premier ministre, un record pour un dirigeant étranger. Mais au sein de l'institution, Benjamin Netanyahou est loin de n'avoir que des soutiens. Certains démocrates ont promis de boycotter ou de perturber l'événement, une manière d'afficher leur désaccord avec l'offensive menée à Gaza depuis le 7 octobre. Principal soutien militaire d'Israël, l'Amérique de Joe Biden est devenue plus distante ces derniers mois. Divergence sur la stratégie militaire et sur les sorties possibles du conflit. Depuis des mois, les négociations patinent, tandis que la guerre est entrée dans son 10e mois. Pour ce voyage, le Premier ministre israélien pourrait aussi rencontrer l'ancien président et actuel candidat à la Maison-Blanche, Donald Trump. Nous restons toujours dans l'actualité aux États-Unis. Kimberly Chittle, la directrice du service secret, a reconnu le lundi 22 juillet, lors d'une audition au Congrès, que ses services avaient échoué dans leur mission de protéger Donald Trump, visé le 13 juillet en Pennsylvanie par une tentative d'assassinat, tout en rejetant les appels à sa démission. Kimberly Chittle a dit assumer la pleine responsabilité dans la faille de sécurité, qualifiant les événements visant l'ex-président américain de plus important échec opérationnel du service secret américain depuis des décennies. Promettez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Auditionnée devant le Congrès américain, Kimberly Chittle, la directrice du Secret Service, l'organe chargé de la protection des hauts responsables américains. Près de 10 jours après la tentative d'assassinat sur Donald Trump, elle reconnaît avoir failli à sa mission. La tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump, le 13 juillet, est le plus important échec opérationnel du Secret Service depuis des décennies. Interrogée sans ménagement pendant plus de 2 heures, la patronne du service de protection des personnalités ne livre que très peu de détails. Le dispositif avait-il été revu à la baisse? Des agents étaient-ils chargés de contrôler le toit depuis lequel le tireur a agi? Comment ce dernier a-t-il pu y accéder? À chaque fois, Kimberly Chittle botte en touche. Je suis ici aujourd'hui parce que je veux répondre aux questions, mais je veux aussi être prudente. C'est peut-être ce que vous voulez, mais vous n'avez pas répondu. Je crois que vous n'avez pas répondu à une seule question du président, d'un membre de la commission ou une seule de mes questions.
Durant son audition, Kimberly Shittle confirme avoir été avertie de la présence d'une personne suspecte, de quoi alimenter les critiques de ceux qui demandent sa démission. Mais elle l'affirme, elle pense être la meilleure personne pour diriger le service à l'heure actuelle. Le rapport complet sur l'enquête interne sera publié d'ici 2 mois. Religion dans ce temps d'information. Aux États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump a été touché par une balle alors qu'il participait à un meeting de campagne. Blessé à l'oreille, il a déclaré que Dieu l'avait protégé de la mort. Il participait à un dernier rassemblement de campagne dans l'État de Pennsylvanie avant la convention nationale du Parti républicain lorsqu'il a été touché à l'oreille par une balle. Merci à tous pour vos pensées et vos prières, car c'est Dieu seul qui a empêché l'impensable de se produire, a déclaré Donald Trump sur le réseau social Truth qu'il a fondé en 2022. La rédaction de Lumière du Monde Télévision a visité l'IPTC, l'Institut presbytérien de théologie évangélique de Côte d'Ivoire. Notre équipe de reportage nous fait découvrir cet institut théologique situé dans la commune d'Anyama, Madiniafou. Dans l'univers de la formation théologique, l'Institut presbytérien de théologie évangélique de Côte d'Ivoire se propose d'être une alternative aux maux qui minent notre société à travers une formation théologique de qualité en vue de rendre efficace la mission et l'édification du corps de Christ. Les sectes prolifèrent, toutes les doctrines aujourd'hui sont mises à nu, le mysticisme occulte et tout. Et si les pasteurs ne sont pas bien formés, il leur sera difficile de pouvoir répondre aux questions des fidèles, des membres et de tous ceux et celles qu'ils évangélisent. Et c'est pourquoi l'IPTC se propose de donner cette formation de qualité aux pasteurs, aux enseignants, aux futurs enseignants, la parole, pour qu'ils soient bien outillés pour pouvoir répondre de manière contextuelle et contextualisée à tous les problèmes qui se posent au corps de Christ. Les cours sont dispensés par un corps professoral outillé autour des grandes thématiques de formation au ministère biblique. La plupart de nos enseignants nous viennent de la FATIAC, nous viennent de Vossusen, nous viennent également de l'université d'Abidjan, Cocody, Félix Houphouët-Boigny et également de l'université de Bouaké, des titulaires du Master 2. Ils sont des pasteurs qui sont sur aussi des églises, qui dirigent des ministères, des missions. Et par rapport à cela, ils ont donc tout le potentiel pour donner un enseignement de qualité, un enseignement pratique qui puisse donner aux pasteurs, aux anciens qui sont d'ici, d'être mieux outillés pour la tâche. Les conditions d'admission et la scolarité sont abordables. Nous avons une scolarité qui est vraiment acceptable et en fonction de tous les enseignants que nous avons par rapport à leur qualité. Nous sommes vraiment à des prix vraiment très réduits. Un cadre idéal qui regorge de toutes les commodités pour un apprentissage optimal. Tu as reçu une vocation de la part de Dieu, c'est un privilège. Il ne faut pas occulter la formation. L'onction ne suffit pas à elle seule, mais il faudrait la formation pour équilibrer l'homme de Dieu. Et c'est pourquoi je veux encourager celui qui hésite à venir se faire former. L'IPTE Côte d'Ivoire est située dans la commune d'Anyama, Belleville, en périphérie d'Abidjan. Et voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.